Mais moi, c'est l'inverse dans ma vie. Quand ça fait mal ou que j'ai des pensées mauvaises, je vais en parler à personne car je trouve que ça fait victime, mais ce n'est que mon avis. Il y a beaucoup de personnes qui pensent comme toi, hein, malheureusement, c'est de la, tu sais, c'est un peu de l'ego, c'est de la fierté. Tu te dis, non, je suis plus fort que ça, surmonter ça seul. Il faut pas avoir honte de surmonter certaines difficultés avec un accompagnement parce que c'est avec des gens qui peuvent t'aider, qui sont professionnels pour le problème que tu as, que tu peux, surmonter encore mieux tes problématiques et aller, mieux, plus vite, guérir, mieux, juste mieux. Et l'intérêt aussi, des psys, c'est que tu ne les connais pas personnellement. Ce ne sont pas tes copains, c'est pas ta mère, c'est pas tu vois? Il est vrai que, ça peut être difficile de parler de ses problèmes, perso à ses proches. J'en fais partie de ces personnes-là, j'ai du mal à me confier à mes proches. Je suis un peu dure, tu vois? J'ai du mal à me confier, à me plaindre de mes trucs, perso à mes proches. Après la famille, les amis, bien sûr, c'est super important, ils sont là pour nous soutenir, et parfois effectivement, je craque et je parle, mais c'est vrai que je suis un peu fière là-dessus, quoi, à travailler. Mais ouais, non, il y a pas mal de monde qui sont comme ça aussi. Il n'y a pas de honte. Bah, par exemple, mes pires épreuves que j'ai traversées dans la vie, je n'ai jamais parlé à mes proches ni à mes amis. Moi, je vois un psy, ça m'a beaucoup aidé. Mmh. Bien sûr, ils sont là pour ça. 5 ans d'études pour ça quand même, hein, c'est pas rien. Mais du coup, Saïn, si jamais t'as jamais tenté, essayer, je te conseille, pourquoi pas. Je t'encourage à consulter un psy. Si jamais tu ressens le besoin, l'envie, si jamais tu as envie d'essayer, pourquoi pas? Il y a aucune honte, au contraire. Peut-être que c'est pas la solution ce que je fais. Il y a aussi le fait que maintenant la vie est compliquée pour tout le monde et on n'a pas envie d'en mettre plus sur le dos des gens. Il est préférable de consulter des professionnels comme toi. Je comprends aussi ce point de vue. Effectivement, la vie est compliquée, la vie est difficile. Tu te dis que tout le monde a ses problèmes. J'ai pas envie d'emmerder les gens avec mes problèmes. Ils ont les leurs, ils doivent gérer les leurs. Donc, je vais prendre sur moi et gérer mes problèmes tout seul. Ça fait partie du package un peu de la fierté, faut pas déranger, voilà, faut garder la «tête haute» entre guillemets et ne pas déranger, tu vois? C'est ouais, ouais. Ça rentre là-dedans, ouais, complètement. Mais le problème, c'est que inconsciemment, je me dis que ça fait victime d'en parler, je trouve. Eh bien, si là déjà tu le conscientises en t'en rendant compte, c'est plus inconscient. Donc ça c'est bien, c'est qu'on progresse. Sache qu'un psychologue, c'est littéralement son job. Tu vas payer une personne pour qu'elle t'écoute pendant 1 heure environ. Elle va pas seulement t'écouter, elle va aussi te faire travailler. Elle va te faire travailler sur toi. Donc non, tu vas pas faire la victime. Au contraire, tu vas bosser sur toi et ça peut être difficile. C'est pour ça qu'il y a pas mal de personnes aussi qui se plaignent de «Oh, j'ai été chez un psy et j'en suis ressortie, encore plus bouleversée, je pleurais, ça n'allait pas du tout», bah oui, parce que quand tu vas chez le psy, en fait, tu bosses sur toi, tu travailles sur toi et selon certaines séances, selon les problématiques, ça peut être difficile à aborder. Ça peut être dur. C'est pas une faiblesse de voir un psy, c'est une discussion qui t'ouvre des portes. Tout à fait. Et moi, j'ai pas envie d'être une victime, tu me comprends? Non, mais moi, déjà, les trucs, pleurer, j'évite au maximum. Oui, je pense que c'est une certaine fierté. Je pense que tu as peur peut-être de vivre pleinement, tes émotions. Après, peut-être que c'est juste l'éducation. Aussi, tout à fait. On voit ça beaucoup, beaucoup, beaucoup avec, les hommes, de l'ancienne génération. La génération de nos darons, de nos grands-pères, des hommes, dans le stéréotype bien sûr, hein, je ne dis pas que tous les hommes sont pareils, mais dans le stéréotype de l'homme à l'ancienne, fallait pas pleurer, fallait pas se plaindre, fallait être fort, fallait faire ci, fallait faire ça, enfin, tu vois? Vraiment l'homme, un caillou quoi, mort à l'intérieur. Et ben, c'est ultra dommage, c'est nul. C'est nul, je n'encourage absolument pas, ça. Que tu sois une fille ou un garçon, c'est sain, d'exprimer tes émotions. C'est sain de les comprendre. Il faut comprendre, en fait, ce que tu ressens. Peut-être que tu as peur de les exprimer parce que tu ne sais même pas, en fait, finalement, ce que tu ressens. C'est difficile pour toi de les, de les définir. Ouais, j'ai remarqué, c'est souvent les darons d'origine africaine, j'ai l'impression, car j'en fais partie aussi, tu vois. Il y en a beaucoup aussi en France, hein. Mon tonton était très, très dur, hein. C'est les hommes, à l'ancienne. Je sais pas si c'est, culturel, spécifique de certains pays, mais en France, il y a aussi ce truc-là. Et c'est très, très dommage. C'est très, très dommage. Savoir, définir ses émotions, savoir les vivre, les gérer, tellement mieux, c'est tellement plus sain pour soi et aussi pour les autres. Je pense que c'est pour ça qu'il y a certains hommes, qui parfois pètent des plombs parce qu'ils savent pas. Ils savent pas. Vraiment, ils savent pas. Ils savent pas comment gérer. C'est pour ça que aussi dans certains couples, à l'ancienne encore, et je prie pour que les choses changent pour nos générations,
Il y a certaines femmes qui prennent la charge mentale de gérer les émotions de leur mari. Je trouve ça fou. Vous savez, ce stéréotype, l'homme qui parle pas, qui reste renfermé sur soi et c'est la femme qui doit lire sur son visage que: «Ah tiens, là, mon mari est contrarié, il y a un truc qui va pas, bon, je vais le laisser tranquille». Tu vois, c'est assez fou. Alors que si tout le monde avait, un minimum d'intelligence émotionnelle, donc savoir, identifier ses émotions, comprendre pourquoi on ressent ça, savoir ce dont on a besoin face à cette émotion, on serait tout de suite plus, à l'aise et adapté à toutes les situations, on saurait s'adapter plus facilement. Après je pense que dans la vie, peu importe ce que tu vis, ton cerveau arrive toujours à temps que les informations, j'ai l'impression. Ça dépend, hein, il y a certaines personnes, je sais pas. Je pense que c'est propre à chacun. Yo, ça parle de quoi? Hello Camembert! Eh ben, on a enchaîné, une petite discussion là sur, la gestion de ses émotions, aller voir un psy, tout ça, tout ça. Je vais prendre rendez-vous avec toi pour travailler mon plus gros défaut alors. Bah, écoute avec plaisir. Tu sais cette crainte d'aller voir le psy, la peur de parler de ses problèmes, de ce qui ne va pas. Comment tu toi Camembert par rapport à ça? Est-ce que tu as une facilité, de te confier à tes proches quand il y a un truc qui va pas? Ou est-ce que tu as cette fierté aussi de te dire: «Non, j'ai pas envie d'embêter les autres avec mes problèmes, ils ont assez à gérer». Moi, je suis un peu comme ça. J'ai du mal à me confier à mes proches, à mes amis, à ma famille et puis le fait d'avoir été déçue aussi par beaucoup de personnes, tu vois? Avoir, tenté, depuis tout petit, de recevoir de l'aide, de demander de l'aide, mais au final personne ne te vient réellement en aide. Bah, je pense que tu intègres cette idée-là, comme quoi peu importe tes appels à l'aide, il y a jamais vraiment personne qui va vraiment t'aider et donc bah, aller voir un psy, c'est sympa, quoi. Ça t'aide à process plein de choses. Pourquoi les psys, il faut des études de fou alors que c'est le patient qui est censé parler le plus? Parce qu'on analyse. On analyse le discours, on analyse aussi, ses expressions faciales, son expression de corps, comment il bouge et cetera, sa position, sa façon de parler. On analyse plein de choses, les mots employés, les termes utilisés et selon ça, on essaye d'avoir un cheminement, un fil rouge, tu sais, un fil conducteur, pour amener le patient dans une certaine direction, pour réfléchir à un certain sujet, à une certaine question, pardon. Savoir si, par exemple, il va, savoir se remettre en question ou s'il va, comprendre d'où vient telle ou telle, douleur, pourquoi il a réagi comme ça, qu'est-ce qui fait que patati patata. C'est lui qui réfléchit et nous, on l'aide à réfléchir. Je trouve que ça ressemble vachement à l'art, la maïeutique. Je sais pas si vous voyez, genre, la maïeutique, c'est l'art, aider une personne à accoucher et ben, nous, on aide à accoucher des idées, des réflexions, nos patients, quoi. On les aide. C'est une aide, c'est un accompagnement. Parce que ça peut être difficile de le faire tout seul. Parfois, tout seul, tu le fais pas. Je sais pas si tu connais l'adaptation du tapis hédonique, ça me fait vraiment penser à ce que tu dis. Alors, je connais pas du tout, je vais faire une petite recherche, tiens. Je sais pas, j'ai longtemps pratiqué le stoïcisme. Ce cliché du mec un peu genre caillou, genre non, je ressens rien, je suis solide, je suis un mec, euh, j'ai pas le droit de pleurer, j'ai pas le droit d'être triste, j'ai pas le droit de me plaindre. C'était très très ça à l'ancienne, c'est ce que je disais un peu plus tôt. Pour nos pères, nos grands-pères, c'était vachement, cette, ce mode de fonctionnement, malheureusement et là, dans l'éducation qu'on donne à nos enfants, dans nos générations, j'espère que ça va changer parce que les petits garçons aussi ont le droit de pleurer, les petits garçons aussi ont le droit de comprendre leurs émotions, quoi. Ça doit être terrible de pas comprendre ce qui t'arrive et tu vis plein de choses, tu es là: «Ouh là là, mais qu'est-ce qui se passe?» Enfin, je forcément que bien sûr, il y a des hommes qui pètent des plombs, ils savent même pas pourquoi. C'est tellement mieux de se comprendre soi et ça permet aux autres de mieux te comprendre aussi et de savoir agir en conséquence. Quand tu sais ce dont tu as besoin, tu peux dire aux autres: «Bon, bah, écoutez, là, je me sens pas bien. Là, vraiment, je suis contrariée, j'ai besoin d'un petit temps. Est-ce que vous pouvez me laisser 10 minutes, 30 minutes ou je reviendrai vers vous, mais là, je me sens pas bien, je suis contrariée, je suis triste, j'ai été touchée par ça, ça, ça. J'ai besoin, de temps» et ça évite, d'engendrer sur une discussion, stérile, avec, je sais pas moi, ça peut monter dans les tours, des gros mots. C'est important de savoir, identifier ses émotions, et du coup, pouvoir s'exprimer là-dessus, pour aider les autres à agir en conséquence au cas où. La définition, adaptation hédonique, tendance observée des humains à revenir rapidement à un niveau de bonheur relativement stable, en dépit d'événements positifs ou négatifs, majeurs ou de changements importants dans leur vie. En gros, c'est le déni. Je vois ça un petit peu comme du déni. Stoïcisme, ah ouais, je connais. MDR, non, pour de vrai, le stoïcisme, est très intéressant. Bah, dans la définition que tu as mis plus haut, Saïn, non, c'est pas du déni. Il y a que t'abuses. Hein? Définition, adaptation hédonique. Tendance observée des humains
à revenir rapidement à un niveau de bonheur relativement stable, en dépit d'événements positifs ou négatifs, majeurs, ou de changements importants dans leur vie. Donc en gros, tu fais comme si de rien n'était. Genre, sur le coup, il y a un changement, tu peux être bouleversé, tu peux être perturbé, mais c'est écrit, tu reviens rapidement à un niveau de bonheur relativement stable, genre il peut t'arriver, t'oublies tout. Non, le déni, c'est pas oublier. Le déni, c'est pas oublier. Le déni, c'est mettre la poussière sous le tapis. Tu fais comme si de rien n'était, mais intérieurement, ça va pas du tout et quelques semaines après, quelques mois après ou même quelques années après, tu peux péter des plombs. Non, en gros, ce que je voulais dire, c'est que t'abuses un peu car je crois que c'est un truc prouvé scientifiquement et médicalement et psychologiquement. Le déni aussi, c'est quelque chose de prouvé scientifiquement. Ça m'y a fait penser. C'est pour ça que j'ai fait le rapprochement. Donc non, c'est pas un abus. Ça aurait été un abus si j'aurais manqué de respect à l'adaptation hédonique, mais je ne pense pas avoir manqué de respect à l'adaptation hédonique. J'ai fait le rapprochement avec le déni. Le déni, qu'est-ce que c'est le déni? Voyons voir. Le déni, définition. Le déni est l'exclusion active et inconsciente de certaines informations hors de l'attention focale. Le déni fait partie des activités de repoussement qui visent à rejeter hors du champ du moi, hors même du champ de la psyché, des données qui menacent d'y entrer ou bien d'y rester. Tu fais comme si ça s'était pas passé. Donc tu es en mode oui, non, c'est bon, tout s'est bien passé, il y a rien, il y a rien, il y a rien, il y a rien. Mais tu sais là derrière. Tu le sais. Qu'est-ce que l'adaptation hédonique? Tendance à observer des humains, gna gna gna. Donc je retombe, toi tu as trouvé sur Wikipédia. La principale différence entre le déni et l'adaptation hédonique réside dans leur nature et leur fonction. Le déni est un mécanisme de défense psychologique qui implique une distorsion ou une non-reconnaissance de la réalité pour éviter une vérité inconfortable. Tout à fait. L'adaptation hédonique est un processus naturel par lequel les individus s'habituent au changement, ramenant leur niveau de bonheur à une ligne de base stable, malgré les fluctuations positives ou négatives de leur environnement. Ok, je vois la diff. En fait, l'adaptation hédonique, c'est juste s'habituer aux choses. Si je vulgarise le bail. Moi, je connais des gens qui ont vécu des choses graves et ils n'ont pas pété un plomb. Bah, tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Est-ce qu'ils ont été consultés? Quel âge ont-ils? Qu'est-ce que tu en sais qu'ils ont pas pété un plomb? Parce qu'il y a différentes façons de péter des plombs, je pense pas. Est-ce que tu vis avec eux 24 heures sur 24? Est-ce que tu sais tous d'eux? Quel âge ont-ils? Est-ce que peut-être dans le futur ils vont péter un plomb? Je sais pas. Et dis-toi que l'adaptation hédonique a prouvé qu'une personne qui devient tétraplégique et une personne qui gagne au loto ont re- revoit des retours peut-être 3 mois plus tard. On les revoit 3 mois plus tard. Ils auront à peu près le même niveau de bonheur dans leur cerveau, car c'est l'adaptation qui fait ça. Être tétraplégique, c'est pas un petit truc, hein. Gagner au loto, pareil, c'est pas un petit truc, mais je pense que tu redeviens vite, tu te réadaptes vite quand tu gagnes au loto. Par contre, lorsque tu deviens tétraplégique, c'est un processus, c'est des épreuves qui s'enchaînent avec. Je peux t'envoyer une vidéo pour te prouver, mais dire si tu veux. Bien sûr, si tu veux, mais il faut pas faire d'amalgame. Tous les gens tétraplégiques ne vivent pas heureux 3 mois après être devenus tétraplégiques. Enfin, ça peut prendre plus de temps d'accepter sa condition. Tout le monde peut péter les plombs, mais différemment, comme plonger dans des. Oui, oui, c'est ça, Camembert. Tu peux péter les plombs de différentes façons. Il n'y a pas que passer à l'acte et ce quick. La vidéo en question sur YouTube s'appelle Êtes-vous vraiment heureux? Ah, Cyrus North. Moi, j'aime rien. Genre, je gagne aux jeux vidéo, je m'en fous. Je gagne aux jeux de grattage, je m'en fous. C'est chaud, non? Ça dépend, je pense. Est-ce que, par exemple, tu joues au jeu de grattage? Ça dépend de la somme. Est-ce que si tu gagnes 1 million d'euros, tu vas vraiment rien ressentir. Mais il y a des personnes comme toi, effectivement, petit art, t'inquiète pas, t'es pas le seul. Non, max, c'est 100 euros. Mon max, c'est 100 euros. Bah, 100 euros, c'est pas mal, mais bon, c'est une petite somme en comparaison de si tu grattes un euro million, je pense que 100 euros comparé à 1 million, voilà quoi. T'aurais pu être ce chanceux à 1 million, mais non, t'as eu seulement 100 euros. En soi, 100 euros, c'est énorme, hein. Mais dans le jeu à gratter où tu peux gagner 1 million, 100 euros, c'est dérisoire. Tu vas te rendre compte en regardant cette vidéo que ton point de vue sur le monde va changer. D'accord. Ouais. Saïn, fais-tu partie d'une secte?
Et ma vision du monde, bah, elle évolue tous les jours et il y a pas de bonne façon de voir le monde, parce que tout dépend de ton expérience de vie. Je suis trop exigeant, je pense, il me faut 1000. C'est trop ça, petit art. Non, c'est juste que ce qu'il dit dans cette vidéo est réel. Bien sûr, c'est chacun a sa réalité, c'est réel pour lui et puis, moi j'ai aussi ma propre réalité et parce que j'ai mon vécu, enfin, ça va être intéressant, on va regarder la vidéo de Cyrus North, dans quelques minutes. C'est un gars qui part dans un pays de très pauvre pour faire relativiser. Est-ce que ce serait pas je vais oh je sais est-ce que ce serait pas, hem, la vision d'un homme, blanc qui vient d'un pays relativement développé, avec une situation financière plutôt confortable, il a le confort de vie. Syndrome du sauveur, tout à fait et on en a parlé dans un live, tu pas là. T'étais pas là! Tu venu trop tard, Camembert. Mais on en a déjà parlé, ouais, super intéressant. Avec le, triangle, de Cartman, le sauveur, la victime et poète poète, le bourreau. Et dans une dynamique, dans un échange social, on change tout le temps, de statut. Mais ouais, non, un homme blanc qui va dans un pays, avec des gens pauvres, tout ça, tout ça. Mais ça va être super intéressant, t'inquiète, on va voir, on va analyser ça ensemble. Non, non, c'est pas ça, il va dire des choses prouvées scientifiquement et il va sourcer ses dires si tu veux. Ah bah, bien sûr! En plus, je suis super pragmatique, donc j'adore quand c'est sourcé et tout. Trop bien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Cyrus North? North? J'aime bien. Je regarde de temps en temps, mais je suis pas, aux aguets, de ses sorties vidéo YouTube, quoi. Tu connais pas? C'est un mec qui fait des vidéos un peu, philosophiques, qui parle de philo. Le bonheur, la vie, tout ça. J'aime bien personnellement. Ouais, il est, plutôt, sympa, plutôt c'est intéressant d'avoir son point de vue. Mais attention, faut prendre du recul. Personne n'a tout le temps foncièrement raison, quoi. Enfin, Cyrus North, c'est pas, Dieu, c'est pas, je sais pas ce qu'il a fait en termes d'études ou quoi, mais c'est juste son point de vue et je pense qu'il le dit, dans ses vidéos parce que c'est super important. Il l'a déjà dit d'ailleurs, ça n'engage que lui, tu vois? C'est que son point de vue et il nous fait réfléchir par ses vidéos, sur son point de vue et le nôtre et voir, du coup, pour qu'on change nos points de vue. Mais pas forcément pour que ça aille sur son point de vue à lui, tu vois? On peut avoir des points de vue différents, mais qui peuvent se rapprocher. C'est fou de se dire que des personnes qui ont connu la guerre et des personnes qui ont pu pour être heureux, qui ont tout pour être heureux, ont des niveaux de bonheur similaires, tu trouves pas? Oui, effectivement, dans les faits, c'est assez ouf, mais c'est pas le même bonheur, tout à fait, Camembert. J'arrive dans quoi là? Et vous allez bien. C'est une vidéo de Cyrus North parce qu'on parlait d'adaptation hédonique. En gros, quand il t'arrive des dingueries, que ce soit des événements positifs ou des événements négatifs, tu reviens ensuite à un stade de bonheur plutôt stable. Genre, peu importe que, je sais pas, ta mère elle meurt ou alors que, tu gagnes, à l'euro-million, au bout d'un moment, plus le temps passe et plus genre hop, ton niveau, de bonheur redevient, normal, genre 5, 7, comme ils disent, quoi. Donc là, au début de la vidéo, il a été au Liban, je crois, si je me trompe pas. Il a été voir, des camps de réfugiés et les gens disent qu'ils sont heureux, niveau 5, niveau 6, niveau 7. Et là, cette dame-là qui est du coup, à Los Angeles, qui a, bah, une vie, de personne dans un pays occidental, elle a été à l'école, elle a ce qu'il faut, elle a un toit sur la tête, bref, une jeune dame, comme elle le dit très bien, de 23 ans, qui se demande un peu ce qu'elle va faire de sa vie. Elle est heureuse, niveau 7, quoi. C'est pas le même bonheur, si c'est plus ou moins le même bonheur. Ah non, c'est pas le même bonheur. C'est pas le même bonheur. Tu peux pas comparer la vie de cette dame et la vie, des personnes réfugiées au Liban. Il y a absolument rien à voir. C'est juste l'adaptation, tu pas le choix, c'est la survie. Pour moi, vraiment, l'adaptation hédonique, du coup, l'adaptation hédonique, ça a complètement à voir avec la survie. Le cerveau s'adapte, tu vis une dinguerie, tu vis des choses difficiles, ton quotidien est compliqué. Peut-être que tu ne voulais pas vivre ce que tu es en train de vivre actuellement. Ça peut être très, très difficile, comme par exemple les personnes dans les cas de les réfugiés, au Liban. Personne ne rêverait d'avoir cette vie-là, c'est horrible. Eux-mêmes ne voulaient pas, tu vois? Ils ont été dans l'obligation de quitter leur pays et de se cacher, dans ces camps réfugiés. Ils ont tout quitté, ils ont eu des proches qui sont décédés, leur maison détruite, enfin horrible et là, ils vivent de rien. Mais pour continuer à vivre, c'est juste la survie. Pour toi, adaptation hédonique égale survie? Ouais. Pour les événements négatifs. Pour les événements positifs, c'est juste de l'adaptation, genre un certain lassement, je sais pas si ça se dit, tu te lasses? Par exemple, les personnes qui gagnent à l'euro-million, au bout d'un certain temps, oui, OK, d'accord, j'ai cette thune-là, voilà quoi. Quoi de plus? Tu vois? C'est un peu ça.
Et peut-être que ça rejoint peut-être effectivement du coup le concept de survie, parce que la survie, c'est toujours avoir des objectifs et aller toujours plus loin dans la vie. Une fois que tu as gagné l'euro-million, ok, trop bien, enfin au bout d'un moment tu t'y habitues, avec le temps qui passe bien sûr, tu t'y habitues, ça fait je sais pas moi 1 an que tu as gagné à l'euro-million, ok d'accord, c'est bon quoi, c'est plus un truc de ouf. Qu'est-ce que j'ai après? Qu'est-ce que je veux faire après? C'est quoi le projet après? Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de succès, qui ont la fame. Je pense notamment à Mastu, c'est un youtubeur très connu, youtubeur français, qui a fait une dépression. Il y a plein de personnes qui ont beaucoup de succès, qui ont tout pour être heureuses, qui ont l'argent, qui ont la reconnaissance, qui ont ils ont tout, mais ils ne sont pas heureux parce que ils ont plus d'objectifs, parce qu'ils se sont lassés de cette vie-là, parce que tu vois, c'est comme s'ils avaient fini entre guillemets le jeu de la vie. Ils ont eu tous les objectifs et du coup maintenant bah quoi faire? Ouais, comme une citation le dit, le principal dans la vie c'est pas d'atteindre l'objectif, c'est l'aventure pour y parvenir. Tout à fait, c'est pas la destination, c'est le chemin le plus important. Un quotidien, c'est ta moyen de base, donc quand tu généralises un mode de vie, c'est une simple banalité. Oui, c'est ouais, c'est de l'habitude. Tu t'habitues à ce que tu as parce que t'as pas le choix, la survie. Et il y a une étude que j'ai vue en cours encore. C'était des personnes âgées. Donc ça, c'est vraiment des cas particuliers. Hein. C'est des cas individuels, pardon. Des personnes âgées qui décédaient à différents âges et on les a suivis quelques mois, quelques semaines avant leur décès pour voir du coup comment ils vivaient, etc. On a analysé plein de choses sur leur quotidien, sur leurs entretiens, parce qu'ils ont échangé, on leur a posé des questions, enfin bref. Et il y a beaucoup la majorité en fait, les personnes âgées qui ont vécu le plus longtemps t'avais kiffé quand t'étudiais l'adaptation hédonique. Je kiffe la psychologie de base, j'ai kiffé mes cours. L'adaptation hédonique, très très cool, très très sympa comme sujet, comme topic. Les personnes qui vivent le plus âgées, ce sont les personnes qui ont des objectifs. Il y en a une qui m'a marquée, c'était une personne très 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 âgée. Je crois qu'elle avait plus de 100 ans. Et elle disait: «Mais je peux pas mourir, j'ai pas fini de rénover la maison». Parce qu'elle s'était dit qu'après sa mort, elle allait léguer sa maison à ses enfants ou à ses petits-enfants, à ses descendants. Et elle disait: «Mais je peux pas mourir maintenant, j'ai pas fini de réparer la maison, j'ai pas fini de rénover la maison». Et le jour où elle a fini les travaux, elle est décédée quelques jours après, genre le lendemain ou vraiment pas longtemps du tout après, elle est décédée. La vie vraiment il faut avoir un but. Il faut avoir un but, ça te maintient, «en vie» entre guillemets. Objectif vivre plus de 100 ans. Let's go. Il faut avoir un objectif et une fois que tu l'as atteint, il faut en trouver un autre. C'est toujours une évolution. C'est pas obtenir, le truc, c'est, le chemin. Tout à fait. C'est, ce que tu fais pour y parvenir, c'est l'aventure que tu vis et une fois que tu as atteint un objectif, faut en trouver un autre et cetera et cetera. Comme dans les jeux vidéo finalement. Il y a toujours des objectifs, des quêtes, annexes, tout ça, tout ça. Bah, voilà. Du coup, j'y pense assez souvent, tu vois, à cette petite dame. Et ouais, la majorité, c'était ça. Dès qu'ils ont atteint leur objectif final, ils sont décédés quelques jours après. Et je sais pas pourquoi cette petite dame m'a marqué quoi. Plus de 100 ans, elle disait mais je peux pas mourir maintenant, j'ai pas fini la maison. Et voilà, dès elle a fini, elle est partie. En fait, l'humain ne peut pas vivre sans objectif, sans but dans la vie. Surtout que en plus, le cerveau humain, me demandez pas pourquoi, c'est comme ça qu'il est fait. Le cerveau humain, il a besoin de chercher du sens. Pour le cerveau humain, tout s'explique. C'est pour ça que on a les religions, parce qu'on se demande, ce qu'il y a après la mort, pourquoi on vit, qui a créé la vie. On se pose plein de questions alors qu'on devrait juste, faire comme les animaux, vivre, mais on n'est pas juste des animaux, on est des humains. On a une, réflexion métaphysique et du coup, on se pose beaucoup de questions et on cherche toujours, du sens partout. C'est possible de provoquer sa chance. Oui, mais ça veut pas dire que ça va fonctionner. Tu peux faire tout ce qui est en ton pouvoir pour que ça fonctionne, mais après ça te garantit pas, que tu atteignes ton objectif. Par exemple, je sais pas, Léna Situation, la grosse youtubeuse française, a beaucoup, beaucoup travaillé, pour, en arriver là où elle en est actuellement. C'est-à-dire, elle a fait la une du Forbes, j'ai vu, hier je crois ou avant-hier, enfin, truc de fou. La meuf est maintenant millionnaire, enfin elle vit ultra bien, c'est incroyable, l'empire qu'elle a su, construire. Donc bien sûr, avec énormément de travail, ça on va pas lui enlever, mais tout de même et ça ne lui enlève pas tous les efforts qu'elle a dû, fournir,
Cependant, il y a aussi une petite part de chance. Elle a su provoquer sa chance et il y a eu une petite part du destin qui s'est mis là et ça a pu, hop, prendre énormément d'ampleur et elle en est maintenant là où elle en est, actuellement. Il y a certaines personnes qui se donnent à fond, dans certains projets et qui n'arriveront jamais, à atteindre leur objectif parce qu'il y a pas la chance. Il y a ce petit truc, tu vois? Tu peux, tenter, de provoquer ta chance mais ouais. La citation du jour: «Le désir n'a pas de repos, il est infini en soi, sans fin, et certains l'ont décrit comme une crémaillère perpétuelle ou un moulin à chevaux». What? Une crémaillère perpétuelle? C'est-à-dire tu reçois les gens chez toi? Une crémaillère perpétuelle ou un moulin à chevaux? Non, j'ai pas compris la fin. J'ai pas compris la crémaillère et le moulin à chevaux. C'est toujours en mouvement, mais la crémaillère, c'est la fête que tu fais chez toi quand tu viens de t'installer dans ton nouveau lieu, ton nouveau appartement, maison, et cetera. En gros, cette citation souligne la nature incessante du désir humain qui, même après satisfaction, renoue avec un état de quête perpétuelle, reflétant ainsi le principe de l'adaptation hédonique. J'ai pas compris crémaillère et moulin à chevaux, mais ouais, j'avais compris le sens. Mais pourquoi crémaillère et pourquoi moulin à chevaux? Pourquoi cette comparaison? Parce qu'un moulin à chevaux ne And s'arrête jamais. Ok, donc c'était gratitude. bien par rapport au mouvement Gratitude en will fait, ou always le make you mouvement happy perpétuel because tout you le temps. realize how much. Mais moi, je trouve personnellement que c'est hyper rassurant de se dire que peu importe ce que tu vis dans la vie, ton niveau de bonheur va toujours se stabiliser. Bah, le niveau de bonheur, en fait, là, il est à zéro, tu vois. Tu te satisfais, il est à zéro. T'es pas malheureux, quoi. Si par exemple, tu te mets sur un. Comment m'exprimer pour que ce soit le plus clair possible? Je vais prendre ma lime à ongles. Ma lime à ongles. Donc là, c'est le bonheur maximum. Et là, c'est le malheur maximum. On est tout le temps à là, quoi, au milieu, à zéro. T'as un truc cool, oui, génial, tu montes. Au final, tu t'habitues, tu t'habitues, tu t'habitues. C'est bon, ça n'a plus rien d'exceptionnel. T'as gagné au loto, ok, tu vois, tu refais ta vie comme si de rien n'était. Tu trouves un nouveau objectif. Tu réussis à obtenir ton objectif. Trop bien. Et puis au final, tu t'y habitues, tu t'y habitues. Il t'arrive un truc difficile. On est tout le temps à 5, c'est ça? Ouais, voilà. Et c'est ce que le mec. Ouais, voilà, sur le prisme, moi je pars que nous on est toujours à zéro. On est toujours à zéro. Quand t'es malheureux, c'est -10. Quand t'es heureux, c'est 10. Tu vois, enfin, et ça monte et ça descend. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors, si tu veux reprendre le 5, quand t'es au milieu, t'es à 5. Quand t'es malheureux, t'es à zéro. Et quand t'es très très heureux, t'es à 10. Et t'es tout le temps à 5. C'est comme tu veux. Prends l'échelle que tu veux. Mais pour moi, il y a un côté t'es heureux, un côté t'es pas heureux. Donc c'est pour moi, là, c'était plus zéro, tu vois, mais c'est juste une question de vision de l'échelle. Il y a pas mal de philosophes aussi qui ont inventé des trucs qui étaient faux, mais c'est normal, c'est parce qu'ils faisaient avec les moyens du bord, quoi. À l'époque, ils n'avaient pas de microscope, de trucs comme ça. Ils connaissaient pas les microbes, les virus. Et le truc que je trouve complètement fou, par contre, c'est que à un moment donné dans l'histoire, tu vois, on a vécu un moment de l'humanité pendant la Grèce antique, etc. Un moment de l'humanité où les humains réfléchissaient beaucoup, étaient vachement avancés, genre ils ont inventé la démocratie, excusez-moi, plein de choses comme ça. Et d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le Moyen Âge. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que on ait un peuple relativement évolué, qui tentait d'aller vers du mieux, qui se remettait tout le temps en question, qui a inventé plein de choses super bénéfiques, comme par exemple la démocratie, et quelques siècles après, finit en Jacouille la fripouille, un roi, tout le monde se tue, la lèpre, les sorcières, enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quoi dans l'histoire de l'humanité pour que l'humanité dégringole comme ça et finisse dans comment je pourrais dire ça? Une époque sombre, quoi, tu vois? Genre, c'était sombre, le Moyen Âge. Je trouve ça fou. Un gouffre. Ils ont creusé carrément. Le bonheur en soi, c'est qu'une illusion.
Non, je pense que c'est un état je pense que le bonheur, c'est un état qui ne dure pas. C'est, temporaire. Donc je pense que tu atteins le bonheur, c'est être heureux, quoi. C'est être dans un stade, un moment de voilà, c'est éphémère, tout à fait. C'est, tu atteins la plénitude, il y a tout qui va bien dans ta vie, tu es très, très heureux et après tu t'y habitues et ça redescend ou alors il t'arrive quelque chose de pas très cool et ça redescend. C'est que en fait, cette espèce de, plus tu avances dans la vie et plus il t'arrive des trucs et l'adaptation hédonique, en fait, c'est voilà, cette espèce de, je me l'imagine un peu comme, tu sais les balances les balances à l'ancienne, tu sais, de chaque côté, il y a des trucs positifs, il y a des trucs négatifs et tu dois trouver un certain équilibre. Au bout d'un moment, adaptation hédonique, hop, il t'est arrivé un truc cool, un truc moins cool. Voilà, la vision de la balance, je sais pas si ça, si ça peut aider. En fait, il y a rien de mieux que le bonheur, je pense. On recherche tous, à être heureux. Le bonheur, c'est comme une fleur, elle fleurit, puis fane et d'autres fleurs arrivent et cetera. Ouais, c'est ça, la vie est cyclique, hein. La vie est cyclique. Il t'arrivera toujours des trucs, pas cool, il t'arrivera toujours aussi des trucs cool. Parfois, les fleurs, elles fanent, elles fanent, elles fanent, elles fanent. Au bout d'un moment, tu dis: «Eh oh, ça va aller, oui, je peux avoir une fleur, s'il vous plaît?» Donc, dans ces cas-là, ça peut être difficile, ça peut être compliqué. En fait, peu importe la classe sociale, on passera par toutes les souffrances. Heu pas par toutes les souffrances. Je suis pas d'accord avec ça parce qu'une personne qui a les moyens, de payer la nourriture, tout le temps ne connaîtra jamais la souffrance de ne pas avoir à manger, qu'une personne, qui n'a pas les moyens, bah, connaîtra la faim, la souffrance de la faim, avoir faim, genre mais avoir une vraie faim, par exemple. Par contre, la maladie, bien sûr, la maladie, tout le monde peut passer par là, ça la maladie ne choisit pas que des personnes riches ou pas riches, la maladie tombe sur n'importe qui. Donc la richesse ne protège pas. Mais avoir de l'argent permet de mieux vivre sa maladie. Parce que par exemple aux États-Unis, ils ont pas la carte verte, ils ont pas la carte vitale. Donc ben si t'es malade, bah tant pis pour toi. C'est un peu ça le système là-bas. Même en France aussi, plus t'as des moyens et plus tu peux faire des soins à côté, avoir des personnes qui viennent. Parce que tout n'est pas forcément remboursé à 100% par la Sécu, hein. Selon tes moyens financiers, tu peux mieux vivre ta maladie. En France, t'es trop taxé, comment être heureux? Ah, ça c'est un autre sujet, ça. La richesse, avoir de l'argent, ça peut aider. Ça peut t'aider à être plus confortable dans les épreuves que tu vis. Mais encore une fois, pareil, tu t'habitues. Mais je pense qu'on est tous pareils et si jamais, on tombe malade ou on vit un événement, difficile, négatif, on préférera tous avoir, un toit sur la tête.